Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être en direct sur YouTube pour cette nouvelle université du soir. Comme depuis dernièrement, nous faisons la diffusion en direct. Donc, j'espère que vous nous recevez bien. S'il y a des soucis techniques, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. Donc, cela fait un peu plus d'un an que... Hop, petit problème technique. Cela fait un peu plus d'un an que l'équipe des universités du soir évoque notre sujet du jour. Et je suis heureux de le voir aboutir car je pense que ce qui va être dit ce soir nous sera utile à tous. Le 10 septembre dernier s'est tenue la journée mondiale de la prévention du suicide. Le constat est que notre profession présente sur ce point des statistiques supérieures à 30% aux autres professions. Malheureusement, la réalité des chiffres, nous la connaissons aussi dans notre entourage bien trop régulièrement. Sans parler de situations extrêmes, nombre d'entre nous souffrent d'un mal-être dû à des causes variées. La suradministration, le climat, les conditions économiques, et je pourrais encore continuer cette liste. Face à cette situation, à la Chambre d'agriculture, nous avons souhaité évoquer ce sujet pour montrer qu'il existe des solutions. L'intervention qui va suivre va présenter toute l'importance de la prise en compte du facteur humain. En effet, nous avons demandé à M. Jean-Michel Dionnet de témoigner de son activité d'accompagnement au sein des associations Aide 37 et Vie 37. Pour des raisons techniques, nous avons enregistré son intervention il y a quelques jours, et si la technologie le permet, il pourra répondre à vos questions en direct à la suite de la présentation du film. Ensuite, nous avons choisi de donner la parole aux différentes organisations qui peuvent vous accompagner en cas de difficulté. Ils le diront eux-mêmes, il ne faut pas attendre, plus la question est prise tôt, plus la solution ou les solutions sont faciles à prendre. De toute façon, il faut bien se dire que ce n'est jamais trop tard. Enfin, je souhaite préciser que tout à chacun, nous avons la possibilité 24 heures sur 24 d'avoir une personne au téléphone via les numéros SOS Amitié ou Agri Écoute au 09 69 39 29 19. Je vous rappellerai ces numéros à la fin de la réunion. Je souhaite que cette nouvelle université du soir soit pour nous un message d'espoir. Soyons à l'écoute de nos voisins et prenons du temps pour les autres. Je pense que nous y gagnerons tous. Je vous propose dès maintenant d'écouter l'interview que nous avons enregistrée dernièrement avec M. Jean-Michel Dionnet. Et n'hésitez pas à poser vos questions à la suite. Nous essaierons d'y répondre en direct avec M. Dionnet. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Jean-Michel Dionnet. Merci d'avoir accepté accepté notre invitation à ces nouvelles universités du soir. Je rappelle qu'on a enregistré cet entretien il y a quelques jours et que nous pourrons échanger tout à l'heure depuis l'Indre-et-Loire avec vous à la suite de cet entretien. La technologie nous le permettant, on ne va pas s'en priver. Donc, pour débuter, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et vous resituer votre parcours? Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Michel Dionnet, j'étais agriculteur, maintenant je suis retraité et j'ai travaillé une partie de ma vie dans la coopération tout en étant agriculteur en parallèle. Et j'ai décidé d'aider les agriculteurs en difficulté psychologique à l'âge de 16 ans, donc ça fait 50 ans. Voilà. D'accord. Et j'habite en Indre-et-Loire. D'accord, merci de ces précisions. Donc, en préambule, vous m'avez évoqué que vous étiez bénévole donc, à l'association Aide 37. Pouvez-vous nous préciser l'origine et le rôle de cette association, s'il vous plaît? L'association Aide 37 a été constituée en 2001 suite aux problèmes agricoles rencontrés en 99, je crois. Enfin, il y en a pratiquement tous les ans, mais c'était une grosse crise. Et il y avait une demande assez importante des agriculteurs qui ne savaient pas trop comment gérer leur situation compliquée. Et c'est là qu'a été créée l'association. D'accord. Donc, je dirais, c'est une association qui vient en aide à des agriculteurs. Et vous êtes combien de bénévoles?
On était au début 6, maintenant 5 bénévoles. On a un petit peu de difficulté à recruter, bien évidemment. C'est pas que chez nous, mais voilà. Et donc, on s'occupe de tout ce qui est accompagnement d'agriculteurs, que ce soit la coordination, les aides à la fois financières et psychologiques. D'accord. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous sommes parfois en contact avec des personnes qui nous expriment un mal-être, plus ou moins directement, et face à cela, nous ne savons pas quelles attitudes adopter. Quelles sont les causes qui peuvent provoquer ces situations? D'après votre expérience, qu'est-ce que vous avez pu, vous, dire ou depuis ces années, quelles sont ces causes Eh bien, les causes sont bien évidemment multifactorielles. Ce n'est jamais une seule cause qui déclenche un mal-être ou voire plus. C'est toujours un ensemble de soucis, qu'ils soient, on va dire, plutôt en premier familiaux. Ça pèse quand même assez lourd dans la balance. Et après, tous les problèmes liés au monde, puisqu'on parle de l'agriculture, au monde agricole, la mise en place de tout ce qui est PAC, contrôle, les difficultés pour gérer l'aspect financier, et puis plein d'autres situations qui seraient longues à énumérer, hein, bien évidemment. Mais c'est multifactoriel. D'accord. Donc, comme vous le dites, c'est multifactoriel, mais si je devais retenir surtout une situation dominante, laquelle vous retenez? Ben, je pense que la situation familiale pèse beaucoup dans la balance. Après, ce n'est que mon ressenti. Je ne me permettrai pas de donner mon avis par rapport aux autres. C'est mon ressenti à moi. Il y a pratiquement toujours une situation familiale compliquée dans les situations qui se dégradent. Mais pas toujours, pas que. D'accord. Mais bon, d'après Il votre y a, expérience, il y a aussi le côté financier, bien évidemment. Quand vous ne pouvez plus payer vos factures, ça détruit n'importe qui. Mais c'est jamais un seul facteur, jamais. d'accord. Merci de ces précisions. Maintenant qu'on a, je dirais, les grandes lignes de ces difficultés et ces raisons, je voulais savoir si un jour je me retrouve devant une personne qui est dans ces situations, comment bien cerner cette situation sans l'aggraver? Bien la cerner, c'est pas si simple. Euh, la première chose, c'est de l'écoute, être à l'écoute des gens. C'est-à-dire que la personne, si vous la connaissez, il faut essayer d'imaginer ce qu'il était avant et ce qu'il est au moment où vous le rencontrez. S'il y a eu des changements, des modifications de caractère, des modifications de langage. Et là, c'est dans l'écoute. D'accord, donc c'est oui, beaucoup d'écoute, et je dirais, voilà, si face à cette situation que je peux détecter, moi, en tant qu'agriculteur, en tant que collègue, en tant que voisin, quel est le comportement qu'il ne faut surtout pas avoir? Ah ben alors là, je vais quand même reprendre mes notes parce que c'est quand même relativement compliqué. Euh, le, ce qu'il faut surtout, c'est donc ne pas perdre son calme, ne pas paniquer, de façon à ce que ça ne le bloque pas et que ça ne l'empêche pas de s'exprimer. Surtout, ne pas porter de jugement. On n'est pas là pour ça. C'est dès l'instant qu'il y a un jugement, c'est la fin de la possibilité de s'exprimer. Ne pas le faire culpabiliser. Ne pas lui donner des conseils dont on ne sait pas du tout la valeur, puisque ça nous concerne, mais on ne sait pas comment lui peut le prendre. Ne pas lui donner des solutions toutes faites, parce que c'est notre idée. C'est pas forcément la sienne et c'est pas forcément celle qu'il faudra qu'il se mette en place. Et il faudra que lui, faudra qu'il se prenne en charge. On l'aidera, mais c'est pas nous qui ferons le travail à sa place, c'est lui qui le fera.
de toute façon. Et puis, le fait de vouloir faire les choses à sa place, ça pourrait augmenter le sentiment d'inutilité, voilà, d'inutilité, il n'y a pas d'autre terme. Voilà un petit peu les grandes lignes, et puis pas d'arrogance, de l'empathie, pas exagéré, mais voilà, il a besoin, il faut l'aider à aller chercher au fond de lui-même ce qui ne veut pas sortir, qui l'embarrasse, tout en douceur. Oui, d'accord. Donc, de ce que je retiens, c'est quand même beaucoup d'écoute et puis surtout le rassurer dans cette situation. Et je voulais savoir, pour vous, vous pensez quoi? C'est le mieux, c'est de l'appeler au téléphone. Aujourd'hui, ça se pratique beaucoup. C'est le contact humain-humain. Ben, écoutez, le mieux avant le Covid, c'était le contact humain, parce qu'on n'avait pas essayé l'autre. Et puis que ça nous arrangeait bien. C'est quand même bien plus facile quand on se voit, quand on voit la réaction d'un agriculteur dans ses yeux, même si les paroles sont pas en accord avec son regard, on est déjà fixé sur son mal-être ou sur ses réactions, etc. Ok, ça c'était avant. Maintenant, on a été confronté pendant un an à un système donc où on ne pouvait pas se voir, tout au moins qu'à travers les moyens électroniques. C'est un petit peu plus compliqué et on s'est adapté et on s'est aperçu que c'était relativement possible, même si on n'avait pas FaceTime, enfin tous ces modèles visio. On peut aussi, en modifiant un peu les questions, arriver à cerner, et à partir du moment où on a tissé un lien de confiance avec l'agriculteur, il va pouvoir parler et, comme on dit vulgairement chez nous, vider son sac. Et quand c'est parti, après, on n'a plus que de l'écoute, hein. D'accord, merci de ces précisions. C'est vrai que c'est des situations qui sont pas faciles et il y a une question qui me vient en tête. Admettons, si cette personne n'est pas connue de mon réseau, comment c'est pareil, quelle est la meilleure situation? Est-ce qu'il faut aller le voir? Est-ce qu'il faut l'appeler? Est-ce qu'il faut envoyer une autre personne? Sachant que cette personne, on ne la connaît pas. Bien, dans une situation comme la vôtre, il faut vous rapprocher d'une association. Vous ne pouvez pas, vous, à moins que vous soyez amis, hein, mais sinon vous ne pouvez pas, vous, pas plus que nous, l'association d'ailleurs, aller chez l'agriculteur sans avoir son feu vert. Il faut, dans tous les cas, absolument avoir le feu vert, que ce soit téléphonique, écrit, la famille, enfin voilà, on ne peut pas aller chez quelqu'un, c'est la violation de l'intimité. Enfin, il y a des lois qui régissent ça. Moi, je suis un peu dépassé à ce niveau-là, mais on ne peut pas y aller sans avoir l'ordre de venir. Et donc, l'association, elle, doit vous le faire pour vous, ou vous donner les informations. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut faire quelque chose. On ne laisse pas un agriculteur, si on l'a repéré en difficulté, on ne le laisse pas sur le bord de la route. Merci pour ces précisions. C'est vrai que voilà, c'est comme je le dis, je le répète, mais c'est des situations qui sont pas forcément évidentes et on a du mal à prendre la bonne démarche, le bon comportement. Donc, je pense que vos interventions vont nous aider. Donc, comme vous le disiez, il y a énormément de raisons qui conduisent au mal-être. Nous avons vu comment aborder la personne et lui parler. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que je l'oriente, comme vous le disiez, vers des associations ou je m'arrête là et puis je prends bonne conscience et je me dis que j'ai fait mon maximum? Eh bien, vous ne vous arrêtez pas là, jamais. On ne s'arrête jamais en cours de route. On va jusqu'au bout. Alors, jusqu'au bout, ça veut dire que si on a été formé, si vous avez été formé, vous savez faire,
ben, vous faites ce que vous avez à faire jusqu'au bout. Vous n'avez pas été formé. Ça ne s'invente pas, parce que même nous qui sommes formés et faisons des stages régulièrement, on n'a pas la science infuse. Hein, chaque situation est compliquée et différente. Donc, vous n'avez pas été formé. Il faut avec son accord, bien sûr, on ne fait rien sans accord de l'agriculteur. Avec son accord, on l'oriente ou vers l'association de votre région ou vers la MSA qui a un service de prévention du suicide qui est le plus efficace qu'on puisse imaginer, puisque le temps de réaction est très très court, tout se met en place immédiatement. Et si vous avez une autre difficulté, si c'est un peu moins grave, vous voyez avec l'assistante sociale de la MSA qui connaissent pratiquement tout le secteur. Voilà, association, assistante sociale, cellule de prévention du suicide, MSA. Donc voilà, vous abordez le sujet du suicide. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est un fléau dans notre métier. Si un jour, là on parlait de mal-être, mais si un jour une personne, on sent vraiment qu'elle a envie d'en finir avec la vie et de passer à l'acte, est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pouvez nous donner? Ne pas le laisser seul. Si cette personne vous dit, je ne sais pas, vulgairement, dans notre langage de monde agricole, je ne sais pas, je vais me foutre en l'air, je vous embêterai plus, vous allez avoir la paix, j'en ai marre, etc. Vous ne le laissez pas, il ne faut pas le laisser, il faut le prendre en charge, il faut s'en occuper. Il faut rester ou en relation téléphonique ou en relation humaine et mettre tout en place, c'est-à-dire peut-être avec son accord, contacter son docteur, contacter la cellule de prévention du suicide de la MSA, mais il faut tout mettre en œuvre. Voilà. Toujours avec son accord, on est bien d'accord. Alors là, on parlait des collègues qui pourraient avoir un mal-être. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est dans une université du soir qui est dématérialisée, c'est-à-dire, enfin, qui est en direct. On n'a pas voulu la faire en présentiel pour que les gens qui ont voilà, ce type de soucis et qu'ils ne veulent pas le montrer puissent se mettre derrière un ordinateur et regarder notre soirée. Je voulais savoir, pour une personne qui nous regarde, qui est pas forcément très bien et puis qui a besoin d'aide, à qui doit-elle s'adresser en priorité? Eh bien, pour ce qui nous concerne, nous, on leur demanderait de s'adresser à notre association. On est là pour ça. On n'œuvre que pour les aider, mais on n'est pas toujours disponible. Comme toujours, il y a toujours un risque de ne pas être, d'être dans une zone où le téléphone ne capte pas. Ça peut arriver. Enfin, il y a plein de paramètres qui peuvent. Donc, il y a l'assistante sociale de la MSA, il y a la cellule de prévention de la MSA, il y a tous les organismes qui œuvrent avec les associations, qui peuvent être un relais, mais la famille, bien sûr, il faut surtout ne pas que la personne reste seule. Il faut absolument qu'elle trouve quelqu'un pour prendre le relais. D'accord, merci pour toutes ces précisions. On a évoqué énormément de choses et voilà, on va avoir d'autres intervenants qui nous vont parler du cas concret du département et de ce que l'on peut mettre en place et les aides qu'il peut y avoir. J'ai une question qui me vient à l'instant. Est-ce que là, on est en 2021 et vous m'avez dit que vous aviez commencé en 1999. Quelle évolution vous avez constatée? Est-ce qu'on va vers une diminution du mal-être en agriculture ou est-ce que vous voyez une augmentation? Et si vous voyez une diminution ou une augmentation, quelles sont les raisons de ce constat? Je ne suis pas tellement chiffre, mais je ne pense pas qu'il y ait une augmentation. Il y a une modification du contexte, bien évidemment, c'est plus du tout les mêmes contraintes, mais on pourrait dire que ça va de moins en moins bien, mais il y a de moins en moins de suicides.
pour la raison bien simple, c'est qu'on s'en occupe de plus en plus, que des choses sont mises en place au niveau de l'État et à d'autres niveaux, chambre d'agriculture, etc. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Vie 37. On coordonne les actions contre le suicide en région centre. Donc, Vie 37, ça veut dire vivre et intervenir ensemble face au suicide. Et donc, les chiffres, on les a, bien évidemment. On a une diminution du taux de suicide avec une augmentation de la population dans l'ensemble. Au niveau agricole, on a une diminution, mais c'est tellement compliqué. On a de moins en moins d'agriculteurs, donc il faudrait faire plein de pourcentages. Non, ce que je peux dire par contre, c'est qu'on a une meilleure prise en charge. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que quand on a débuté. Puisqu'on n'avait même pas d'association. Moi, quand j'ai débuté, j'étais tout seul. Donc, on retiendra que pas d'augmentation, pas de diminution, plutôt une stagnation, mais par contre, le point positif, quand même, une meilleure prise en charge et une meilleure, je dirais, écoute de ces agriculteurs qui ont besoin d'aide. Ben, oui, pour info, on a créé l'association en 2000. Moi, je suis arrivé en 2011. Je ne parlerai que de la période depuis laquelle je suis dans l'association. 0 suicide de personnes suivies. Donc, toutes les personnes qui nous ont fait appel sont encore là. Oui, d'accord. Ça vaut le coup. C'est important de le dire. Voilà, ça vaut le coup de créer. Merci pour cette intervention et votre disponibilité. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou pour conclure, nous donner votre principal conseil? Mon principal conseil en tant que bénévole, juste 2 mots. L'avantage d'être bénévole, c'est qu'on n'est pas contraint par des horaires, par des histoires de salaire, etc. On fait à notre vitesse, à notre rythme, c'est plus facile. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être bénévole. Et le conseil, eh ben, c'est que si chaque personne en aidait une autre, on n'aurait plus de soucis. Juste une. Donc voilà, et un petit peu plus d'écoute. C'est pas parce que 2 agriculteurs se sont déchirés pour une question de terre ou autre, c'est pas pour ça qu'il faut pas être à l'écoute s'il y a un problème psychologique. Il faut savoir distinguer les choses. Voilà. Empathie, écoute. Merci beaucoup pour ce dernier conseil et votre intervention. Comme je disais, donc cet enregistrement a été fait il y a quelques jours. Je vous propose qu'on se retrouve dans un instant en direct pour répondre aux questions des gens que nous aurons sur Internet. Voilà, je suis revenu, je vous entends. Ajouter, je ne sais pas, plutôt répondre à des questions s'il y a des questions.
Ah, je vous entends mal. J'ai pas arrivé à comprendre ce que vous m'avez dit. Oui. Euh, disons que la principale chose, c'est d'avoir énormément d'empathie. Voilà, je pense que il y a des gens qui peuvent être plus à l'aise pour écouter que d'autres, à mon avis. Euh, Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens, j'aime les gens, et je m'étais aperçu que dans ma jeunesse, que les gens avaient pas mal de soucis, qu'ils avaient personne avec qui en parler. Donc, je me suis mis à les écouter et je me suis aperçu qu'on pouvait apprendre beaucoup en les écoutant et les aider. Ça, j'en étais pas conscient au début, mais je me suis aperçu que d'écouter, ça aide. Même si ça paraît un peu bizarre, quelqu'un qui peut expliquer son problème et son mal-être va beaucoup mieux après. Donc, voilà pourquoi on a développé l'écoute. Moi, je m'occupe principalement que du côté psychologique et c'est pas du tout la même chose quand on s'occupe des dossiers, hein, ça n'a pas de rapport. Voilà. Eh bien, dans la majeure partie des cas, quand les gens sont bien, ils disent qu'ils voudraient, qu'ils se soigneraient s'ils étaient malades. Quand ça va plus, que ce soit psychologique ou que ce soit financier, on veut plus être aidé, on veut plus se soigner. Et quand le psychologique s'est dégradé, la majeure partie des gens, pour pas dire 100%, devient agressive. Elle n'en est pas cause, hein, c'est le mal-être qui fait ça. Donc, elle ne veut pas être aidée, elle ne veut plus voir personne, elle met de la distance autour d'elle et elle se retrouve toute seule. C'est ça ce qui est le plus dramatique. Donc, faut pas s'occuper de ça, faut pas tenir compte de ça. Il faut continuer à l'aider, il faut continuer à l'écouter, il faut continuer à faire sortir ce qu'il veut bien dire. Et si ça ne fonctionne pas, le diriger vers les professionnels de santé et les cellules d'écoute, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je compléterai juste en disant, ne vous inquiétez pas, cette personne, après, vous remerciera, même si elle a été désagréable, mais c'était un deuxième lui, c'était pas lui normal, c'était un deuxième lui qui était désagréable. De toute façon, après, quand il sera guéri ou quand ça ira mieux, ou quand la situation se sera gérée, derrière, vous aurez forcément un merci, donc il ne faut pas hésiter à aider, même si c'est un peu difficile et désagréable au début. Ben, il y a, dans pas mal de situations, la personne ne vous donnera pas le feu vert. Bien évidemment, puisque c'est comme ça. Mais il faut aller chercher le oui. Il faut aller chercher l'acceptation. Donc, si vous ne pouvez pas avoir l'acceptation par cette personne qui n'est pas bien et qui est donc dans le déni et dans le refus de tout, je le répète, elle n'en est pas cause, hein, bien évidemment, il faut le faire au travers de la famille, au travers des amis, au travers du docteur. Enfin, quoi qu'il arrive, il faut trouver la piste, la route qui va vous mener à lui, tout en ne transgressant pas la règle du fait qu'on ne peut pas se rendre chez quelqu'un sans autorisation. Mais il faut mettre en place tous les paramètres qui peuvent exister pour pouvoir le rencontrer et le docteur, lui, n'aura pas ce problème-là, par exemple.
Bien, le mot de la fin, c'est que ce que vous faites là, je ne connais pas trop, bien évidemment, mais ce que vous faites, moi je dis bravo parce que dès l'instant que vous commencez à en parler, c'est déjà un grand pas. Si vous mettez des choses en place et ce que vous mettrez en place, ce sera encore une avancée. Et si vous sauvez qu'une vie, c'est déjà merveilleux. Voilà. Moi, je dis bravo parce que dès l'instant que vous commencez à en parler, c'est déjà un grand pas. Si vous mettez des choses en place et ce que vous mettrez en place, ce sera encore une avancée. Et si vous sauvez qu'une vie, c'est déjà merveilleux. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à Monsieur Dionnet pour son intervention. Apparemment, il y avait un petit souci technique, mais lors du remontage, on fera le nécessaire pour que les questions soient entendues et claires. Donc voilà, une nouvelle fois, merci à Monsieur Dionnet pour le temps qu'il a pu accorder à son intervention et son implication. Aujourd'hui, il a fait, je dirais, l'introduction de notre soirée. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Bier de la MSA qui va nous présenter voilà, tout ce que peut faire la MSA dans notre sujet, c'est-à-dire le mal-être et les choses qui ne vont pas bien en agriculture. Voilà, Monsieur Bier, je vous laisse la parole. Bien, merci. Merci de m'avoir invité au nom de la MSA. Je suis donc Jacques Bier, je suis directeur adjoint à la MSA Bosqueur-de-Loire. Et j'ai notamment en charge les secteurs médicaux, le secteur santé, et je suis également pilote de la commission qu'on appelle la CPA, cellule de prévention et d'accompagnement du suicide. Donc je vais vous présenter un certain nombre de vues concernant les dispositifs que la MSA a mis en place pour à la fois faire la prévention du mal-être et la prévention du suicide. J'aborderai trois points particuliers, donc les actions spécifiques MSA d'accompagnement des exploitants et aussi des salariés qui sont impactés par les crises agricoles, et là derrière on retrouve toutes les situations de mal-être et de prévention suicide, le rappel des dispositifs et des mesures existantes qui ont été mises en place par la MSA, mais pas que. Et puis je terminerai sur quelques éléments de contexte concernant une étude INVS sur la mortalité et la réalité du suicide dans le milieu agricole. Alors peut-être petit retour en arrière. La problématique du suicide, elle n'est pas nouvelle en ce qui concerne la MSA, mais c'est seulement en 2012 qu'à l'occasion du plan suicide qui avait été souhaité par les pouvoirs publics, il a été demandé spécifiquement qu'une étude particulière puisse être portée sur la réalité du suicide en milieu agricole, parce qu'en fait on ne savait pas exactement quelle était cette réalité. Et donc dans le plan suicide spécifique agricole, les pouvoirs publics avaient demandé trois choses à la MSA: la mise en place d'un numéro d'appel qui existe maintenant et qui s'appelle Agri-Écoute. La deuxième chose, c'était la mise en place au titre des MSA de cellules d'accompagnement et de prévention du suicide. Et troisièmement, une étude confiée à l'INVS par rapport à la réalité donc, de cette problématique du suicide en milieu agricole. Alors donc en 2012, on a mis en place dans toutes les caisses de MSA des cellules d'accompagnement qui consistent en fait de façon pluridisciplinaire avec les différents personnels de la MSA à étudier les situations des personnes qui nous sont signalées. Donc, vous savez qu'à la MSA, on est guichet unique, on a des travailleurs sociaux, on a des conseillers de prévention, on a des médecins du travail, des médecins conseils, des infirmières. Et comme on gère aussi l'ensemble de la protection sociale, on dispose énormément d'informations concernant les ressortissants agricoles. Donc, on a mis en place ces cellules pluridisciplinaires dans lesquelles on retrouve l'ensemble de ces personnels pour étudier plusieurs choses. D'abord, des situations de crise suicidaire
par rapport à des signalements qui peuvent nous être faits soit en interne par les différents services de la caisse qui ont été sensibilisés à ça, soit par des partenaires. Cette cellule a également vocation à étudier les situations de mal-être, là aussi, des situations qui nous sont signalées. Et puis, on a souhaité également inclure dans cette cellule d'accompagnement l'accompagnement des familles en cas d'accident mortel. Hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a malheureusement tous les ans. Et on s'aperçoit que les problématiques sont un peu identiques par rapport à ces situations de mal-être et donc nécessité d'un accompagnement. Donc vous avez là sur cette vue le contact qu'on a mis en place. Derrière ce contact, on a un certain nombre de personnes et derrière cette adresse mail, vous pouvez envoyer un certain nombre de signalements concernant les situations que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Et on a mis en place aussi un numéro spécifique à la MSA Bosqueur de Loire, qui est le 02 38 60 54 55, où les personnes, indépendamment du numéro d'écoute AgréÉcoute, peuvent tomber directement sur une personne de la MSA qui sait que en fait, la personne qui appelle à ce numéro-là est une personne qui veut bénéficier d'un accompagnement. Alors, concrètement, cette cellule pluridisciplinaire, elle est organisée autour d'un comité de pilotage que j'ai pilote. C'est le service prévention des risques professionnels qui est chargé de la préparation de l'ensemble de cette commission qui se réunit en gros tous les 2 mois avec un ordre du jour et un échéancier par rapport aux situations qui nous sont présentées. Donc cette cellule, elle est composée donc de travailleurs sociaux, de conseillers en protection sociale, conseillers de prévention, également les médecins conseils et les animateurs également de la vie mutualiste, parce que vous savez que on est le dernier organisme à avoir des élus locaux en termes de protection sociale et on inclut en fait les élus de la MSA par rapport aux situations de signalement qui pourraient être amenés à nous faire. Alors l'accompagnement de la MSA, il est relativement simple. On a dans un premier temps un signalement qui nous est fait soit par un service de la MSA, soit par des tiers. Et là aussi, je rejoins complètement ce qu'évoquait M. Dionnet tout à l'heure, à savoir que cet accompagnement ne peut se faire qu'à partir du moment où la personne est d'accord pour être accompagnée ou tout le moins pour que sa situation puisse être signalée à la MSA. On établit ensuite un diagnostic de la situation d'un point de vue pluridisciplinaire, c'est-à-dire que, comme je l'évoquais tout à l'heure, comme on a énormément d'informations concernant la situation des personnes et de la famille, on étudie donc la situation et on détermine quelle est la personne qui est la plus à même de faire cet accompagnement. Ce n'est pas forcément toujours le travailleur social, ça peut être le conseiller de prévention, ça peut être le médecin du travail, ça peut être le médecin conseil. Enfin, on choisit en fait, après en avoir débattu, quelle est la personne qui est la plus à même d'assurer le mieux donc cet accompagnement. Au départ, donc, on a un signalement qui nous est fait et en fonction du caractère d'urgence de cet accompagnement, on peut être amené très rapidement, c'est-à-dire dans la journée, à prendre contact avec la personne et dans ces cas-là, c'est plutôt le médecin du travail ou le médecin conseil qui, en fonction des éléments qu'on aura récupérés au travers ce signalement, pourra en fait prendre contact directement avec la personne. Tout à l'heure, lorsque j'évoquais l'adresse mail, il faut savoir que quand un signalement nous est envoyé à cette adresse mail, derrière, il y a une quinzaine de personnes qui reçoivent le signalement et en fonction de ce qu'on lit, en fait, eh bien, on est à même de dire, bon, bah là, c'est plus le médecin, là, c'est pas une situation qui est forcément urgente, là, c'est quelqu'un qui demande un travailleur social, parce qu'en fait, dans le descriptif, on a le descriptif de la situation, il est demandé si la personne est d'accord pour recevoir tel type de professionnel et s'il y a un caractère d'urgence. Et c'est en fonction de ce caractère d'urgence qu'on est amené à intervenir très rapidement ou pas.
Et ensuite, tous les 2 mois environ, on examine les situations. Aujourd'hui, par rapport aux commissions que l'on est amené à faire, on a, alors c'est pas très joli comme expression, mais on a une file active, c'est-à-dire de personnes qui sont rentrées dans le dispositif et que la commission a décidé de ne pas faire sortir, d'à peu près 25 personnes. Pour en 2020, on a eu 47 situations qui nous avaient été signalées, et l'année précédente, c'était à peu près la même chose. À titre d'information, aujourd'hui, c'est-à-dire le 20 septembre 2021, sur le seul département de l'Eure-et-Loir, on a eu 8 situations qui nous ont été signalées et qui sont rentrées dans le cadre donc de l'examen de notre cellule cette année. Alors le contenu de l'accompagnement, je dirais c'est quelque chose d'assez classique, hein. On recueille les problématiques, on analyse avec la personne quelles peuvent être les meilleures solutions pour à lui apporter à lui en tant que personne par rapport à ses problématiques de santé. Il faut aussi savoir qu'on travaille très en lien avec les structures associatives ou qui relèvent de la Chambre d'agriculture concernant les accompagnements qui sont plus des accompagnements économiques, et qu'en fait on essaie de faire le lien pour prendre en charge la globalité en fait de la situation de la personne. Sur la forme de l'accompagnement, ce sont des choses relativement classiques, hein, des visites à domicile, des entretiens réguliers, hein, le travail évidemment avec les partenaires. Et sur la durée, en fait, tant que notre commission n'a pas décidé de sortir la situation parce qu'elle est prise en charge et qu'on est dans un accompagnement classique qui le relève de la Chambre d'agriculture ou de notre commission, en fait la personne reste avec un examen régulier qui est fait tous les 2 mois ou tous les 4 mois par rapport à la situation qu'il rencontre. En ce qui concerne les compléments qui peuvent être apportés par la Caisse, vous savez qu'on a un budget d'action sanitaire et sociale qu'on peut mobiliser pour donner un certain nombre d'aides financières. Alors, par rapport à des situations urgentes plutôt d'un point de vue familial, on a la possibilité d'attribuer des aides financières jusqu'à 1 200 € très rapidement par rapport à des personnes qui se retrouveraient dans des situations critiques d'un point de vue vie familiale, hein. Là, on n'est pas sur le caractère économique de l'exploitation agricole. On a évidemment aussi la possibilité d'accompagner les exploitants agricoles et les salariés par des prises en charge au travers des suivis psychologiques. Et là, ce sont des prises en charge qui sont assurées complètement au titre de l'action sanitaire et sociale par la MSA, avec 8 séances, hein, voilà, pour 560 €, en sachant qu'il y a évidemment la possibilité de poursuivre cet accompagnement de psychologue, puisque malheureusement, l'accompagnement des psychologues, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Au titre des prestations extralégales également que l'on peut être amené à faire, on peut intervenir sur tout ce qui relève de la problématique familiale. Et tout à l'heure, j'ai noté dans les propos de M. Dionnet que il ne faut absolument pas se mettre dans la peau de l'agriculteur qui rencontre des difficultés, parce que dans un certain nombre de situations, en fait, lui, le caractère d'urgence de l'exploitant qui va pas bien, ça va pas être de rembourser la dette de 5 000 € qu'il a à la MSA d'un point de vue cotisation, et puis les quelques milliers d'euros qu'il doit au Crédit Agricole ou auprès d'un négociant. Lui, ce qui va le préoccuper peut-être tout de suite, c'est payer les 240 € de cantine pour ses enfants. Donc voilà. Donc il faut vraiment, on est dans cet accompagnement social qui fait que c'est difficile de se mettre dans la tête des gens. On peut les accompagner, mais on peut vraiment pas leur donner, on peut pas réfléchir à leur place. Il faut vraiment que ce soit un dispositif d'accompagnement qui soit voulu et accepté par la personne. Alors, au titre de l'extra-légal, enfin des prestations extra-légales, on a aussi un dispositif qui s'appelle l'aide au répit. En fait, c'est un dispositif qui permet l'intervention d'un service de remplacement lorsque l'exploitant agricole n'arrive plus à faire face. Ça permet entre guillemets, de donner un peu de temps en faisant intervenir des professionnels pour prendre en charge en fait, le travail que l'exploitant ne pourrait plus assumer compte tenu de sa situation.
Voilà. Et puis on a également des rendez-vous prestations. Alors là, on est sur le volet de la protection sociale au sens large, hein, c'est-à-dire que on essaie de faire un point de situation avec l'exploitant sur est-ce qu'il a fait valoir tous les droits auxquels il pouvait prétendre. Donc là, on est plus sur l'accompagnement de la protection sociale qu'un accompagnement social à proprement parler. Et pour un certain nombre d'exploitants, évidemment, on fait un point par rapport à la retraite éventuelle. Autre mesure d'accompagnement qui n'est pas anecdotique, mais qui en fait concerne l'ensemble des ressortissants sur toute l'avance, c'est une enveloppe nationale en fait qui est prise sur le budget d'action sanitaire et sociale. Alors il y a une petite erreur, hein, c'est pas 21 millions, c'est 41 500 000 euros. Qui sont attribués pour en fait accompagner les exploitants au travers des prises en charge partielles de cotisations. Alors, à titre d'information, hein, en 2021, on a reçu au titre de la MSA Bosqueur de Loire une enveloppe de 283 000 euros, dont 124 000 euros hein, pour l'Eure-et-Loire, avec un certain nombre de critères, hein, qui sont des critères qui sont décidés au niveau national. Et là, en fait, c'était les critères généraux plus la sécheresse, puisque là, on était sur le 2021. Voilà, en sachant que tous les ans, on a toujours les critères généraux, mais ensuite on peut avoir d'autres critères. Bon, il peut y avoir, évidemment, là, il y a le gel hein, avec les mesures hein, qui ont été décidées par les pouvoirs publics avec une aide de 170 millions d'euros. Par rapport au fait de solliciter donc, ces prises en charge partielles de cotisation, en fait, ce sont les exploitants agricoles eux-mêmes hein, qui rencontrent des difficultés, qui doivent prendre contact avec notre service recouvrement hein, par simple lettre, en expliquant leur situation. Et là, on sera amené donc à pouvoir reprendre contact avec eux pour voir la meilleure solution possible. Évidemment, ces prises en charge partielles de cotisation seront aussi faites en lien avec la profession, hein, au titre des différentes commissions qui siègent dans chaque département pour en fait examiner donc l'ensemble de ces situations. Alors, en ce qui concerne les numéros utiles, on a bien entendu le téléphone de la MSA, en sachant que tous les conseillers que vous pouvez avoir au téléphone ont tous eu une sensibilisation en fait, au dispositif de CPA, prévention du mal-être, et un certain nombre d'entre eux, hein, c'est-à-dire les personnes de notre standard en fait, hein, téléphonique, peuvent nous faire des signalements, et quelquefois c'est un signalement pour lequel ça va être relativement rapide, hein. La personne elle a dit bon, moi j'en ai marre parce que son dossier n'allait pas assez vite, etc. Donc on rentre la situation, on l'examine et ensuite on la sort très rapidement. Mais pour un certain nombre d'autres situations, il y a un vrai accompagnement qui se met en place. Donc le numéro de téléphone de notre cellule de prévention, bon, voilà, il est 02 38 60 54 55, c'est toujours le même. Et puis il y a évidemment la possibilité aussi de contacter le service social par rapport à des aides financières hein, qui pourraient être éventuellement accordées. Alors, un point spécifique concernant le dispositif Agri-Écoute, hein, donc c'était une des actions que les pouvoirs publics avaient souhaité mettre en place. Il faut savoir que ce dispositif Agri-Écoute, dans un premier temps, il avait été confié à une structure qui s'appelle SOS Amitié, que tout le monde connaît. Mais en fait, on a fait un certain nombre de bilans par rapport à ce dispositif, et on s'est aperçu qu'il valait mieux en fait professionnaliser au travers l'intervention de psychologues. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est un nouveau dispositif qui s'est mis en place. C'est toujours le même numéro de téléphone, mais c'est au travers une structure qui s'appelle PSIA, en fait, et qui ne dispose que de psychologues pour intervenir. Je reviens sur la slide précédente. Alors oui, concernant la réalité du suicide en milieu agricole. Alors là, c'était des statistiques hein, qui dataient de 2007-2011, hein, qui faisaient état de 780 suicides en 5 ans. Bon. On a eu des statistiques plus récentes, mais qui ne datent quand même que de 2016. Sur l'année 2016, il y a quand même eu plus de 500 suicides répertoriés
auprès de ressortissants agricoles, alors qu'ils soient salariés ou non salariés. Donc on est quand même dans une augmentation significative quand même hein, du nombre de suicides. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, en fait, les populations entre 15 et 65 ans du milieu agricole ont un taux de suicide qui est supérieur de 43% à la population générale. Voilà. Donc on est quand même sur une population qui est entre guillemets un peu plus à risque hein, que le reste de la population, voilà. Notamment auprès des personnes de 45 et de 64 ans, et notamment dans le secteur de l'élevage bovin. Voilà. Ça, ce sont les principales caractéristiques en fait, des personnes qui effectivement passent à l'acte. Donc sur les dispositifs d'aide, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc il y a 35 cellules hein, qui se sont mises en place dans les 35 caisses de MSA. Elles ont tout un fonctionnement sensiblement identique hein, dans la mesure où on étudie les situations de façon pluridisciplinaire. Depuis 2012, quand même, plus de 11 000 situations ont été accompagnées et prises en charge. Alors malheureusement, hein, les cellules de prévention suicide et d'accompagnement, c'est pas une science exacte. Hein. Nous, dans les années qui ont précédé, on a été amené à suivre des personnes, y compris sur le plan de l'accompagnement en santé, de personnes qui malheureusement sont passées à l'acte. Hein, quoi. Donc ça veut dire que quand même, on a probablement évité un certain nombre de suicides, mais c'est pas parce que la personne rentre dans le cadre du dispositif qu'il passera jamais à l'acte hein, à l'occasion d'une crise suicidaire. Quoi. Voilà. Autre dispositif qui s'est mis en place, alors là c'est le réseau en fait de toutes les OPA. Hein, c'est un réseau de sentinelles. Il y a l'adresse mail, enfin le site en fait, hein, www.réseauagrisentinelle.fr. Alors ça s'adresse en fait à toutes les personnes qui sont entre guillemets sensibilisées par le sujet. Et en fait ce réseau de sentinelles a pour vocation à détecter des situations. Et à alerter les situations. Et donc, c'est constitué hein, d'élus, de représentants de collectivités locales, hein, de bénévoles, enfin, toutes personnes qui sont, entre guillemets, sensibilisées par le sujet. Et donc, il y a le dispositif Agri-Écoute hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, avec donc un numéro d'appel qui est quand même très sollicité, puisque depuis la mise en place sur les 3 dernières années, il y a eu plus de 5000 appels quand même qui ont été reçus, qui est quand même relativement important. Alors ça fonctionne H24, hein, c'est donc un numéro qu'on peut appeler 24 heures sur 24, donc avec un changement de prestataire depuis 2018. Hein, avec 900 psychologues qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et lorsqu'une personne appelle ce numéro, en fait, il est sûr de tomber sur un psychologue. Et en fonction, je dirais, de la nature de l'entretien qu'il va pouvoir avoir, va y avoir un accompagnement qui va être fait par téléphone, mais ils ont aussi la possibilité de revenir vers les cellules de la MSA pour qu'il y ait un accompagnement individuel qui puisse être pris en charge après par la MSA au travers un travailleur social, faire un relais avec une autre psychologue ou autre. Voilà. Donc c'est un dispositif en fait qui avait été renforcé par rapport à ce qui avait été mis en place précédemment. Donc là, vous avez un schéma. Hein, donc la personne appelle, c'est une psychologue, donc une psychologue qui prend en compte l'appel et en fonction de la nature des propos tenus par l'appelant, il lui est proposé une série d'entretiens et éventuellement une réorientation vers le dispositif spécifique hein, des caisses de MSA. Donc en résumé, hein, les numéros utiles, donc 09 69 39 29 19, hein, c'est pour un besoin d'écoute et c'est dispositif Agri-Écoute. Pour tout problème lié au règlement de cotisation, on a également mis une adresse mail et puis évidemment vous avez la possibilité de nous écrire au siège de la MSA à Chartres par rapport aux situations donc, qui pourraient être rencontrées et on vous a également indiqué sur ce slide hein, notre numéro de fax.
Voilà ce que je peux dire sur l'accompagnement qui a été mis en place dans l'ensemble des caisses de France au titre de la prévention suicide et de l'accompagnement. Je voudrais terminer en disant qu'il y a eu un rapport qui a été commandé par les pouvoirs publics, le rapport d'Amézin, qui a été remis au Premier ministre, où il a été souligné qu'évidemment, un des premiers interlocuteurs qui pouvaient intervenir, c'est bien entendu la MSA, compte tenu de la notion à la fois de guichet unique et de la pluridisciplinarité des personnels qu'on peut avoir à la fois dans la caisse et également sur le terrain. Mais évidemment, tout ça ne peut se faire qu'en lien avec les autres OPA pour essayer de faire en sorte que les situations, en fonction des prérogatives de chacun, puissent être accompagnées du mieux possible. Voilà ce que je peux dire sur notre dispositif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bier, pour cette intervention très claire. Et voilà, on a bien compris qu'il y avait énormément de choses au sein de la MSA dès lors qu'on ne se sent pas bien. Je n'ai pas encore de questions sur le chat, mais moi j'en ai une qui me vient. Aujourd'hui, on sait très bien que dès qu'on appelle des numéros, comme vous avez évoqué tout à l'heure, on peut avoir plusieurs intermédiaires. Est-ce qu'au sein de AgriEcoute ou même de la cellule de prévention et d'accompagnement, il y a une seule personne qui suit le dossier? Alors, sur le numéro de téléphone, on n'a effectivement qu'une seule personne. C'est un numéro de téléphone en fait qui tourne dans les différents services. On a le service social, le service santé sécurité au travail et le contrôle médical, et entre guillemets chaque semaine, un de ces services est en permanence. On sait que lorsque ça va sonner sur un téléphone particulier, bon, voilà, on sait que c'est une personne qui appelle AgriEcoute. Donc on se met tout de suite en situation de pouvoir prendre en compte l'appel. Le deuxième point d'entrée, ça peut être les signalements qui nous sont faits par les partenaires. En l'occurrence, Madame Hardy, la Chambre d'agriculture, on l'a régulièrement, elle nous fait des signalements, en sachant qu'évidemment, quand on a les signalements, on a la garantie pratiquement, puisque ça fait un petit moment qu'on travaille avec elle, que l'exploitant agricole, il est d'accord pour qu'on puisse reprendre contact avec lui. En fonction de la teneur du signalement, si la personne, je dirais, elle a appelé par exemple notre centre de contact et puis qu'elle s'est effondrée en larmes pour X raisons, etc., et que notre conseiller a tout de suite fait le signalement en disant que c'était une situation urgente, derrière cette adresse mail, je vous disais, on a en gros 14 personnes, dont des praticiens. Donc eux se saisissent tout de suite en fait de la situation. Généralement, c'est un médecin santé au travail qui appelle, et on a dans la journée appelé monsieur ou madame X. Je l'ai eu au téléphone, voilà, je l'ai orienté vers son médecin, etc., etc. Donc en fait, en fonction du caractère d'urgence, on est à même d'intervenir tout de suite, même si, je dirais, le passage en commission de la situation ne se fera peut-être que dans 2 mois. Mais on a la possibilité d'intervenir vraiment tout de suite en cas de situation vraiment urgente, et on peut intervenir avec nos différents personnels de caisse. Quand il s'agit du médical, vraiment, quand c'est vraiment une urgence, là, de toute façon, même en tant que citoyen, si vous avez quelqu'un vraiment qui va mal, c'est le 15. Il ne faut pas attendre. On est vraiment dans l'urgence. Là, on est sur du médical, c'est le 15. Ou alors nous, quand on est saisi en interne par des situations qui ne vont pas bien, où la personne dit ouais, je vais en finir, etc. Là, c'est nos médecins qui interviennent. Tout à l'heure, M. Dionnet, il parlait aussi les signaux forts, les signaux faibles. Quand une personne dit j'en ai marre, vous allez être débarrassé de moi, etc., ça, c'est des signaux faibles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, souvent, les personnes qui vont se suicider, souvent, elles en parlent. Quand quelqu'un parle du suicide, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Au contraire, c'est un signal, c'est un signal faible. Donc ça veut dire qu'il faut absolument prendre en compte ce que la personne dit. Parce que le phénomène de crise suicidaire, c'est une construction qui est extrêmement complexe. Bon, évidemment, les psychologues pourraient beaucoup mieux le dire que moi, mais bon,
on parle vraiment de crise suicidaire, hein, mais souvent c'est toute une construction, c'est tout un schéma. Et lorsque les personnes parlent du suicide, ça veut dire que non seulement ils y ont pensé, mais certains ont commencé déjà à échafauder, je dirais, la scène. Hein. On a malheureusement, nous, il y a 2 ans, c'était dans le département du Loiret, il y avait vraiment quelqu'un qui était accompagné, hein, et qui a vraiment fait, il a été suicidé dans sa voiture devant le bureau du maire. Enfin, il avait monté vraiment voilà, quelque chose qui était très, entre guillemets, malheureusement construit. Voilà. Donc ces signaux faibles, on fait toujours très attention. Il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles nos conseillers nous disent bon voilà, elle disait ou il disait qu'ils allaient se suicider. Bon, on prend contact avec eux. En fait, bon, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça. On classe le dossier. On préfère avoir un dossier, s'en saisir, le classer, plutôt que de dire on ne l'a pas pris en compte. Voilà. Nous, notre objectif, c'est absolument de prendre en compte et d'assurer l'accompagnement. Mais évidemment, là aussi, ne peuvent être accompagnés que les gens qui le veulent bien, quoi. Ou à tout le moins des gens qui ne sont pas opposés à ce qu'on prenne contact avec eux. Voilà. Ça aussi, dans la mesure où nous, on a des personnels très différents sur le terrain, on peut aussi, on sera à même de voir quel est le professionnel qui sera le plus aidant par rapport à cet accompagnement. Et quelquefois, c'est notre service contentieux. Voilà, parce que il y a eu des relations qui ont été, des bonnes relations, même si c'est que par téléphone, hein, qui ont été engagées avec l'exploitant. Donc là, en fait, c'est vraiment en fonction des situations, quoi. Merci pour toutes ces précisions. Et enfin, une dernière question. Est-ce que moi, en tant qu'agriculteur, si je vois un collègue qui ne va pas bien, je peux me permettre d'appeler cette cellule? Je sais que vous prendrez contact ou vous attendez vraiment que ce soit l'agriculteur qui prenne contact? Alors, on a des fiches d'information, en fait, des fiches de signalement. Il y a quelques années, c'est en 2016, hein, me semble-t-il, ici sur le département, à l'occasion donc lorsqu'il y avait eu un épisode pluvieux, voilà, extrêmement long. Ça s'est accompagné après vraiment d'un phénomène critique, hein, auprès d'un certain nombre de professionnels. Et donc on avait monté, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, mais pas que, hein, les OPA, des actions de sensibilisation à l'écoute et à l'accompagnement. On présentait déjà notre dispositif. Donc il ne faut pas hésiter à nous faire le signalement. La seule réserve dans le signalement, c'est d'indiquer que la personne est d'accord pour être contactée, quoi. Voilà. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Ben, ça, c'est clair. Et puis, d'un point de vue déontologique, je veux dire, un exploitant agricole, il serait évidemment pas content si on lui disait, bah, lui, il a des difficultés, il faut vraiment y aller. Enfin, voilà. On ne peut pas débouler dans la cour des gens comme ça, hein, sans leur accord. On risque d'être mal accueilli. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on peut constater que la MSA est présente à nos côtés s'il y a besoin. Voilà, je rappellerai les numéros d'Agri-Écoute et de la cellule de prévention et d'accompagnement de la MSA en fin de réunion. Mais voilà, vous avez fait une très belle présentation avec tout ce que peut faire la MSA pour les agriculteurs. Donc, je vous remercie à nouveau. Et je vais laisser la parole à Jean-Michel Gouache et Anne-Laure Dufretel qui vont nous présenter les dispositifs d'accompagnement qui se font sur le département. Donc je crois que c'est Anne-Laure Dufretel qui va commencer pour nous parler de la cellule d'accompagnement des exploitants en difficulté qui est réalisée par la DDT. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, Anne-Laure Dufretel, je suis l'adjointe à la chef du service économie agricole à la DDT. Et je vais vous présenter la cellule d'accompagnement des exploitants en difficulté. Donc pour rappeler un petit peu le contexte, à l'instar de ce qu'a dit effectivement aussi le collègue de la MSA, donc on est à la suite des différentes crises agricoles, hein, qui se succèdent depuis 2015, que ce soit pour des raisons climatiques ou des raisons commerciales. On rencontre vraiment des difficultés dans le secteur agricole. On constate également la réticence, hein, des exploitants à se manifester et à demander un accompagnement.
Et malheureusement, quand on laisse une situation délicate s'envenimer, les solutions sont d'autant plus difficiles à trouver derrière. Et puis, on avait aussi besoin d'une structure neutre vers laquelle les exploitants n'aient pas peur de se tourner en cas de difficulté. Donc, par rapport à tous ces éléments, le ministère de l'Agriculture a demandé la création de cellules d'accompagnement dans tous les départements. Et en Eure-et-Loir, elle a été mise en place en octobre 2017. Donc, les objectifs de cette cellule, c'est d'accompagner les exploitants en difficulté dans le but de pérenniser l'exploitation, faire au maximum en tout cas pour que l'exploitation reste viable, et puis de soulager l'exploitant qui est bien souvent en détresse aussi morale, et donc de pouvoir l'accompagner sur ces différents volets. D'inciter les exploitants et les partenaires agricoles, puisqu'on doit tous être acteurs dans ces situations, à solliciter le soutien de la cellule vraiment le plus tôt possible. On va le répéter à plusieurs reprises au sein de ces différentes présentations, mais c'est vraiment un facteur très important pour réussir derrière les plans d'action. Et enfin, mutualiser les compétences de chaque partenaire au profit de l'exploitant. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous détailler les différents membres qui composent cette cellule. L'objectif, c'est vraiment que chacun puisse apporter ses compétences. On a créé en fait un réseau d'acteurs autour de l'exploitant. Et au final, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour réussir à mener à bien les dossiers. Donc, qui sont les membres présents au sein de cette cellule? Donc déjà, premier point, on n'a pas de représentant professionnel pour ce souci de neutralité. Il n'y a que du personnel administratif des différentes structures représentées. Donc ces structures, qui sont-elles? On a la MSA, qui est représentée sous deux volets. Donc le volet cotisation, recouvrement, comme on vient d'évoquer, et puis le service social. Donc ça a été vraiment un point très important de pouvoir réunir ces deux services au sein de la cellule. On a aussi la structure Aide Agri, donc qui va vous être présentée tout à l'heure. La structure Banque de France, un partenaire incontournable aussi, qui agit principalement dans le cadre de la cellule pour essayer de résoudre des conflits que vous pouvez avoir avec votre agence locale bancaire. Voilà, donc il faut monter finalement un dossier, et quand l'exploitation ou le projet est reconnu vraiment viable, mais que malgré tout votre agence locale ne veut pas vous suivre, eh bien, la Banque de France peut essayer de rentrer en négociation pour faire aboutir votre projet malgré tout. Et puis les différentes administrations, donc la DDFIP, la DETSPP qui découle de la fusion récente de la DDCSPP, donc les services vétérinaires, et puis la Directe, où on a du coup le volet emploi, principalement si on rencontre des structures qui ont des salariés. Et puis donc bien sûr la DDT. Donc on a créé un guichet unique, c'est-à-dire qu'il y a en fait l'exploitant qui souhaite être accompagné par la cellule d'accompagnement va remplir un formulaire. Donc sur ce formulaire, on détaille succinctement les différentes missions de la cellule pour que l'exploitant sache exactement ce qu'il en est. Et puis il signe donc ce formulaire. Donc on parle depuis tout à l'heure qu'il faut l'adhésion de l'exploitant pour pouvoir aller plus loin. Donc c'est en fait en signant ce formulaire que l'exploitant nous donne son accord pour que son dossier puisse être examiné par la cellule. Et ce formulaire vaut également pour deux autres points. Donc il demande l'examen de sa situation par la MSA. Enfin, il peut demander, il n'est pas obligé de cocher les cases, mais il a la possibilité, en tout cas via ce formulaire, de demander donc le soutien non seulement par la cellule d'accompagnement, mais aussi par la MSA, sur les deux volets. Donc le volet prise en charge de cotisation sociale, mais aussi le volet plus personnel par rapport à ce que peut faire le service social, l'accompagnement. Par exemple, on a parlé de l'aide au répit, l'attribution du RSA, les allocations familiales pour vraiment le volet famille, enfants, etc. Et puis on a aussi le volet fiscal, où l'exploitant peut demander, par ce biais-là, à demander d'éventuels allègements fiscaux,
Donc ça veut dire que moi, une fois que je reçois les formulaires, je les transmets à la MSA et puis aux impôts pour que ces services puissent examiner les dossiers, voir quels allègements peuvent être proposés à l'exploitant. Donc l'idée là, c'est bien de faciliter les démarches administratives à l'exploitant et de les limiter pour déjà lui enlever ce poids. Sur les principes de fonctionnement, donc je vais développer sur 2 volets. On a d'abord le volet éthique, j'ai envie de dire, avec en premier point la confidentialité. C'est vraiment la base de tous les échanges et indispensable au bon fonctionnement de la cellule. Donc tous les membres jouent le jeu. Il n'y a eu aucun souci depuis la création de la cellule. C'est vraiment un point très important. La volonté de tous les organismes, c'est-à-dire que vraiment tous les participants œuvrent pour le maintien de l'agriculture diversifiée et viable sur le territoire. Donc on va vraiment s'attarder à tous les types de production. Et puis d'avoir aussi une absence de concurrence et de méfiance entre les partenaires. Donc c'est vraiment des points majeurs pour réussir à avancer tous dans le même sens. La dynamique de groupe, donc c'est vrai que le pilote c'est la DDT, mais on est vraiment un groupe soudé pour travailler au profit de l'exploitant en bienveillance, que ce soit envers l'exploitant ou envers les membres de la cellule. Ensuite, sur le volet plus opérationnel, donc c'est un accompagnement gratuit. Quand on s'engage à venir auprès de la cellule d'accompagnement, il n'y aura pas de sollicitation financière en face. Et les mesures qui sont proposées dans le plan d'action, on fait le maximum pour qu'elles puissent aussi être prises en charge par différents crédits qui sont alloués par des partenaires, que ce soit le conseil départemental, chambre d'agriculture ou autre, pour que les mesures qui soient proposées, ça soit vraiment, que ça ne soit pas un poids financier à l'exploitant, puisque bien au contraire, c'est l'inverse qui est souhaité. Donc quand on a un dossier qui arrive au sein de la cellule, chaque membre partage ses connaissances sur l'exploitation pour essayer d'identifier au mieux les leviers d'action. Alors bien souvent, il y a un diagnostic d'exploitation qui est réalisé pour que ces leviers d'action soient mis en valeur. Et puis donc des propositions sont faites à l'exploitant. Ce ne sont que des propositions, l'exploitant reste acteur de son exploitation. Donc voilà, nous on fait le maximum pour trouver des pistes intéressantes. Si l'exploitant ne partage pas notre façon de voir les choses ou ne souhaite pas les suivre, on ne peut pas l'obliger, hein, c'est lui qui reste vraiment acteur. Donc il reste acteur et enfin on a besoin aussi qu'il soit acteur. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il veut et on ne peut pas aider l'agriculteur malgré lui. Il faut vraiment qu'il soit investi. Donc la cellule, elle coordonne tous ces différents acteurs. Elle a un rôle facilitateur. C'est-à-dire quand on vient auprès de la cellule d'accompagnement, il ne faut pas croire que voilà, les solutions vont être trouvées tout de suite. Mais on y travaille. L'idée, c'est de faire du lien. D'activer tous les réseaux pour vraiment faciliter, essayer d'accompagner au mieux l'exploitant pour traverser ces périodes difficiles. En termes de périodicité, donc la réunion, on se réunit au sein de la cellule restreinte environ tous les 2 mois, donc 6 fois par an. Si besoin, on peut demander l'intervention d'autres partenaires qui gravitent autour de l'exploitation. Et bien sûr, si l'exploitant en est aussi d'accord. Ça peut être les centres de gestion, les banques, des techniciens, etc. Et on se réunit aussi en format un peu plus élargi, 1 fois par an environ seulement, pour aborder des thématiques plus générales. Donc là, on ne traite pas du tout de dossiers individuels, c'est vraiment des thématiques plus générales sur comment accompagner, sur les difficultés agricoles, les différentes crises, etc. Alors là, on est vraiment sur le rôle facilitateur, j'ai envie de dire, de la cellule d'accompagnement. On n'est pas sur donc, des aides financières par rapport à tout ce que je viens de dire. Malgré tout, on a quelques aides mobilisables au niveau de la DDT.
que je vais vous présenter et qui sont bien sûr en parallèle de tous les autres dispositifs qui ont pu être présentés jusqu'à présent, donc par exemple par la MSA, mais aussi par d'autres partenaires. Donc on a l'audit global d'exploitation qui va être réalisé par des experts agréés, donc que l'exploitant choisira lui-même, qui va permettre de réaliser vraiment un bilan global de l'exploitation. Donc on va avoir une présentation de l'exploitation, donc de son environnement professionnel, mais aussi de son environnement personnel. Un diagnostic technique, comptable, financier et social. Donc là, on est vraiment sur la photo de l'exploitation. Et puis ensuite, on fait une analyse des forces, faiblesses de l'exploitation et puis des propositions de plan d'action. Donc cet audit global, il est financé par l'État à hauteur de 800 €. Donc, si vous êtes intéressé, de toute manière, les différents experts agréés sont bien au courant. Il y a un formulaire à remplir, mais voilà, tout le monde connaît la procédure. Donc, si vous voulez en bénéficier, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Suite à cet audit global d'exploitation, il en découle l'aide à la relance de l'exploitation agricole, dit le dispositif AREA. Suite à l'audit global des propositions, dans les propositions d'action, on retrouve un plan de restructuration bancaire. Donc ce dispositif AREA pourra prendre en charge les frais de restructuration bancaire. Donc par exemple, pour un exploitant individuel qui n'a pas de salarié, on va avoir une prise en charge maximale de 10 000 €. Mais c'est vraiment un soutien qui peut être très intéressant. On a aussi l'aide à la réinsertion professionnelle. Donc malheureusement, quand on arrive à une situation dans laquelle l'exploitation n'a plus de perspective d'avenir favorable, on propose à ce moment-là une aide au départ et une aide au déménagement à l'exploitant pour qu'il puisse se réorienter. Donc quelques exemples concrets de choses qui ont pu être mises en place par la cellule d'accompagnement. Donc on a, comme je disais, l'appui sur des démarches administratives, où le fait de mettre en réseau les différentes administrations vont être un levier facilitateur pour l'exploitant. On a les mesures d'accompagnement dans la médiation qui sont faites par la Banque de France, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est des choses qui ont déjà été mises en place. L'exploitant monte un dossier, donc le formulaire est d'ailleurs disponible sur le site internet de la Banque de France. Il est accompagné donc de son projet comptable. Et puis la Banque de France va se mettre en rapport avec l'agence locale pour négocier les prêts qui sont donc voilà, des prêts qui peuvent être déjà contractés mais qui posent des difficultés, ou alors de nouveaux prêts qui sont demandés. On peut avoir la mise en place de suivi technique sur l'exploitation, donc du suivi technique aussi bien grande culture que élevage, pour des exploitants qui pourraient en avoir besoin quand le diagnostic a mis en évidence des failles sur la conduite de l'exploitation. On peut avoir un accompagnement à l'évolution de l'exploitation, donc si par exemple un éleveur, pour des raisons X ou Y, souhaite se convertir de laitier vers allaitant, on va pouvoir l'accompagner. Et malheureusement, on arrive des fois, enfin non, pas malheureusement, parce que des fois ça peut être aussi une opportunité. Dans certains cas, on peut avoir aussi l'ouverture d'une procédure collective, donc ça peut être procédure de sauvegarde ou un redressement. Et donc, il ne faut pas forcément le voir de manière négative, puisque ça peut être aussi l'occasion pour l'exploitant de stopper en fait la pression des créanciers, et puis de prendre du recul, de pouvoir souffler, se ressaisir et repartir sur de bons pieds sur un plan qui serait arrêté, donc sur souvent une dizaine d'années. La condition pour que l'ouverture de cette procédure collective soit vraiment bénéfique, je répète, c'est qu'il faut s'y prendre vraiment en avance. Il ne faut pas attendre d'être dans des difficultés très prononcées. Et dans tous les cas, on bénéficie, quand on vient vers la cellule d'accompagnement, de la bienveillance de tous les partenaires.
Il ne faut vraiment pas avoir peur de pousser la porte de l'administration. Voilà, on l'a dit en préambule, ça peut être vraiment vu comme une source de détresse, la charge administrative des exploitants. Donc quand ils le perçoivent de cette façon-là, ils peuvent avoir un peu peur du coup de s'adresser aux administrations pour demander un soutien. Mais vous voyez qu'on est là pour vous aider, on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues. C'est pas parce que vous allez vous adresser à l'administration que derrière on va regarder d'un mauvais œil ce qui se passe sur votre exploitation. On va être là au contraire pour l'améliorer tous ensemble. Donc vraiment, n'ayez pas peur de vous tourner vers nous. Je voulais également ajouter que les différents dossiers qui peuvent être examinés au sein de la cellule d'accompagnement depuis sa création concernent vraiment tout type de production. Il n'y a pas uniquement l'élevage, même si on a pu voir qu'au niveau des suicides, ils sont surexposés. On traite vraiment tout type de production, tout secteur géographique confondu. Et il n'y a pas de question d'âge non plus. On a des jeunes installés qui viennent nous voir et on a aussi des exploitants qui sont proches de la retraite. Donc il ne faut pas stigmatiser vers une population, tout le monde peut être concerné. J'ai indiqué ici les coordonnées, donc il y a un numéro de téléphone dédié pour la cellule d'accompagnement. Si vous voulez contacter par ce biais-là, on a un numéro de téléphone et une adresse mail. Après, si vous êtes plus, si vous préférez nous contacter, soit nous directement, donc DDT, soit des partenaires avec qui vous avez l'habitude de travailler, la Chambre d'agriculture, la DETSPP, voilà. Vous pouvez aussi vous tourner vers des gens avec qui vous avez confiance, vous êtes plus à même d'évoquer vos difficultés, et puis ils relayeront ensuite votre situation. N'hésitez pas, le principal c'est de vous manifester. Vous avez aussi le lien internet qui vous est remis, sur lequel vous pouvez retrouver des éléments que je viens de vous dire, et aussi le formulaire qui vous permet de vous manifester auprès de la cellule d'accompagnement. Enfin, sachez aussi qu'on est en train d'élaborer une plaquette de communication. Elle est en cours d'élaboration, mais dès qu'elle sera finalisée, elle sera mise aussi en ligne sur notre site internet, et puis elle sera communiquée largement auprès de tous les exploitants. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre écoute s'il y a des questions. Jean-Michel, je te propose de faire la présentation d'AidAgri et puis on prendra quelques questions à la suite que je vous poserai à vous deux. Merci Thibault. Alors, ça va être en complément de tout ce que vient de vous dire Anne-Laure Dufretel. Alors, vous allez dire, il y a peut-être doublon entre les deux structures. Sur certains points de vue, peut-être un tout petit peu. Mais il y a quand même de grosses différences. La première, c'est pourquoi AidAgri. Alors, l'association a vu le jour en 2010. Pour ceux qui se rappellent, l'année 2009 a vu une récolte abondante et des prix qui ont été vraiment au plancher, avec, si mes souvenirs sont bons, du blé autour de 90 € la tonne. On en est loin aujourd'hui, heureusement. Et donc, ce qui fait qu'il a engendré d'énormes difficultés. Et à la Chambre d'agriculture, le bureau de la Chambre d'agriculture de l'époque a réfléchi à mettre une association en place. Et c'est ce qui s'est passé. Et le temps de réaction, bien sûr, a été quand même relativement rapide, puisque un an plus tard, en décembre 2010, l'association AidAgri voyait le jour. Alors, c'était la fruit d'une concertation assez longue quand même avec tous les partenaires, parce qu'il a fallu bien sûr que toutes les OPA, ou la majorité des OPA acceptent, mais c'est toutes les OPA qui sont représentées en Eure-et-Loire qui ont accepté de venir en aide à tous les agriculteurs en difficulté du département. Alors, les demandes sont de diverses raisons. Là, il y a le revenu du travail, bien sûr, comme à la création en 2009, puisque les prix étaient vraiment très mauvais. Un endettement élevé qui peut résulter d'investissements qui, malheureusement, ne se sont pas révélés fructueux. Des situations de trésorerie difficiles. Et puis, bien sûr, ça engendre des difficultés à payer les échéances bancaires, les factures, et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, aussi les échéances de la MSA. Mais aussi, les difficultés sont aussi souvent, on l'a dit aussi, d'ordre familial ou physique, puisqu'on parlait tout à l'heure d'accompagnement pour faire souffler les agriculteurs. Des situations d'isolement, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent seuls. Et puis, parfois, un sentiment d'échec personnel qui peut engendrer aussi malheureusement un mal-être. Alors, en 2010, l'association a été créée
Et je ne veux pas dire que tous les problèmes étaient résolus, parce que la conjoncture s'est nettement améliorée par la suite. Mais par contre, l'association Edagri vivait toujours. Et en 2015, on a eu un gros regain d'afflux de dossiers suite à la crise laitière. Et là, c'est là que l'association Edagri a pris tout son essor, même si on aurait préféré qu'elle ne le prenne pas, puisque quand il y a beaucoup d'activités, c'est qu'il y a forcément une conjoncture économique très souvent qui n'est pas bonne. Et puis ensuite, 2016, avec la récolte catastrophique, et là, on est passé un personnel à mi-temps à deux ETP. Et maintenant, on est revenu dans une configuration plus simple. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, les membres fondateurs, donc je vous disais, toutes les OPA, donc Chambre d'agriculture, syndicalisme, FDSEA, JA, la MSA, donc, qui est partenaire aussi avec nous, toutes les coopératives. Alors, à l'époque, en 2010, il y en avait 5. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Pardon, je parle trop fort. D'accord. Les centres de gestion, Serre France, AS28, la Fédération des coopératives, les deux banques Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Groupama. Ensuite, on a 3 partenaires. Alors, 2 sont plus financiers, le conseil départemental et le conseil régional, qui, eux, nous subventionnent l'association. Et ce qui est important, parce que sans eux, on aurait quand même du mal à contribuer à la bonne marche de l'association. Et puis la DDT, puisque maintenant on collabore aussi avec la cellule d'accompagnement qui a été créée en 2017, ce qui n'était pas forcément le cas à la création d'Edagri. Alors, comme on l'a dit déjà, aussi bien pour la MSA que pour la cellule d'accompagnement, la démarche est volontaire. Et ça, c'est important, c'est à souligner, à l'initiative de l'exploitant, mais il y en a qui contactent directement. Mais c'est souvent aussi les conseils de l'un des partenaires. Et il faut absolument que aussi nos partenaires soient réactifs pour justement ne pas laisser trop traîner les choses, parce que plus on prend les situations tôt, mieux ça se passe. L'accompagnement, bien sûr, est totalement gratuit du début jusqu'à la fin. Il est individualisé, donc adapté à chaque situation, puisque on l'a vu, chaque situation est différente. Et ce pas de temps est plus ou moins long. On peut résoudre des situations sur une année, quand c'est plus que conjoncturel. Malheureusement, quand c'est un peu plus structurel, ça peut durer plusieurs années, mais il faut qu'on continue à suivre, bien sûr, les agriculteurs pendant 3, 4, 5 ans. Donc, toujours le déroulement de l'accompagnement. Alors, il y a plusieurs formules. Les agriculteurs prennent contact avec Edagri. Alors, soit un rendez-vous à Chartres, si c'est la proximité, Mirmaigne, si on est plus dans le Perche, ou alors directement sur l'exploitation. Très souvent, le premier rendez-vous se fait plutôt sur l'exploitation. Et là, je rejoins M. Dionnet qui a dit qu'il fallait être à l'écoute, ne pas porter de jugement et avoir de l'empathie. Et aussi voir comment les gens réagissent quand on commence à leur poser quelques questions sur leur situation personnelle, que ce soit sur la partie économique ou sur la partie familiale. Et là, quand on est directement sur l'exploitation, c'est beaucoup plus facile. On est dans leur cadre personnel et c'est plus facile à dialoguer avec les exploitants. Alors, en fonction de l'origine des difficultés, on va faire un diagnostic économique, comme l'a signalé Anne-Laure. Et donc là, c'est un diagnostic complet de l'exploitation. Et là, on analyse toutes les parties. Et donc là, après, deviendra un plan d'action qu'on va mettre en place. Si le diagnostic économique est plutôt encourageant, on peut directement mettre en contact avec les services adéquats. Déjà la MSA, bien sûr, en premier lieu, comme l'a dit M. Bier, Karine Hardy vous contacte régulièrement dès qu'elle a un signalement, avec l'accord, bien sûr, de l'agriculteur, je reprécise aussi. Et donc, une fois que tous ces diagnostics sont faits, eh bien, l'exploitant valide les pistes envisagées, ou ne les valide pas aussi, comme l'avait signalé Anne-Laure tout à l'heure. Et après, c'est là qu'on attaque un travail avec les partenaires. Alors, c'est là où peut-être la grosse différence avec la cellule d'accompagnement, c'est que Edagri va organiser des tables rondes, parce qu'en règle générale, il n'y a pas souvent qu'un seul partenaire
d'Edagri qui est concerné par les problèmes. Et très souvent, il faut faire une table ronde avec plusieurs partenaires. Et donc là, il faut vraiment avoir aussi un sens de l'écoute, mais aussi vis-à-vis des partenaires, parfois aussi un petit peu de fermeté, parce qu'il faut que chacun s'engage. Et s'il y a 3 partenaires concernés, il ne faut pas qu'il y en ait 2 qui soient dans la démarche et que le 3e dise non, moi je ne peux pas. Il faut absolument que tout le monde joue le jeu, mais en règle générale, ça se passe bien et tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Donc, même pour les partenaires. Comme l'a dit aussi Anne-Laure, je reviens sur le slide précédent, peut-être parce que, voilà, les pistes envisagées, malheureusement, quand c'est pris trop tard, sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Et nous aussi, Edagri accompagne aussi vers les procédures de sauvegarde et de redressement s'il y a besoin. Et ça, c'est une difficulté que l'on a, que l'on a rencontrée parce que ce n'était pas dans le vécu du monde agricole d'aller dans ces procédures. Aujourd'hui, ça commence à rentrer dans l'esprit des gens. Et en fait, ce n'est pas une fin, ça peut être un renouveau. La sauvegarde peut être complètement un renouveau de l'exploitation, puisque comme l'a dit Anne-Laure, ça gèle les procédures et les dettes. Et là, c'est vraiment, une fois que l'on est parti dans cette démarche, eh bien, ça peut être vraiment une bouée de sauvetage, contrairement à ce que l'on pourrait penser quand on parle de ce type de procédure. Alors, on pourrait dire, c'est pareil, Edagri, il y en a dans toute l'Eure-et-Loire, ou presque. Alors, il y a quelques petites zones qui sont épargnées, mais globalement, tous les types de cultures, d'agriculture, d'élevage et d'exploitation en grande culture, en culture spécialisée aussi. Vous voyez, tout le monde peut être concerné et il ne faut pas croire qu'on est tout seul dans son coin. Toutes les productions sont concernées en Eure-et-Loire et bien sûr qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que chez moi que ça arrive. Non, ça arrive aussi chez les autres. Je voudrais insister sur la prise en charge rapide parce que c'est vraiment le b.a.-ba, mais je le répète sans arrêt à nos assemblées générales, à nos partenaires, signaler tout de suite les difficultés parce que malheureusement, souvent, on a des signalements qui sont faits beaucoup trop tard et c'est dommage. Le fonctionnement aussi d'Edagri, c'est des élus, mais les élus ne sont là que pour un conseil d'administration, donc avec une vue d'ensemble de la structure et aussi l'Assemblée générale. Mais par contre, chaque partenaire a un référent qui fait que Karine Hardy, qui aujourd'hui a pris en charge depuis le mois de mai Edagri, a des référents dans chaque structure partenaire et ça lui permet d'avancer, de travailler en individuel avec chacun et aussi pour faire les tables rondes. Et donc ça c'est très important d'avoir des personnes sur qui on peut compter et dans toutes les structures on a ces personnes et c'est tant mieux, on peut travailler en bonne intelligence. Voilà, l'origine des difficultés, vous voyez qu'elles sont globalement à 71% structurelles, donc c'est pour ça que des dossiers peuvent rentrer et l'année d'après, l'année suivante, être ressortis et voilà, être tirés d'affaire parce que quand c'est structurel, non, excusez-moi, j'ai dit une grosse bêtise, c'est les conjoncturels qui sont à 7%, que là, on peut sortir très rapidement. Par contre, les structurels à 71%, là, c'est là où on va être sur 2, 3 ou 4 années de suivi, mais on l'assume et il n'y a pas de souci. En général, on a entre 30 et 40 dossiers en suivi en permanence sur l'association. Pour 15% des conditions d'installation, parce que malheureusement, des jeunes peuvent des fois s'installer dans des conditions un petit peu compliquées. Et si je reviens sur l'année 2016, un jeune qui s'est installé avec une première récolte en 2016, eh bien, et s'il avait pris dans des conditions un petit peu difficiles, forcément, ça a plombé la trésorerie et il faut bien sûr s'en sortir. Et puis d'ordre privé, 7%. Et là, c'est là où peut-être que les suivis psychologiques ont le plus d'importance aussi. Mais là, ce n'est pas tout à fait notre rôle. Et c'est à nous de réorienter les gens vers les structures, comme la MSA, pour justement avoir un accompagnement qui soit
qui soit approprié. Voilà. Le contact, ben, comme je vous le disais, c'est Karine Hardy qui a repris l'association Edagri. Elle est toujours au service élevage à 50% et 50% de son temps sur Edagri. Donc il y a son numéro qui s'affiche, le portable 06 69 46 40 32. Et bien sûr le site internet d'edagri.fr. Voilà, j'en ai terminé, c'est assez rapide, mais comme il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites auparavant, je ne veux pas non plus être redondant. Et maintenant, ben, place à vos questions ou aux questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci pour vos présentations qui comme la présentation de la MSA, ont été très claires et je pense que voilà, on a bien compris tout ce qui pouvait être mis en place, que ce soit par la cellule d'accompagnement ou par Edagri. Moi, j'avais une question à Anne-Laure Dufretel. Combien de temps pour que les mesures se mettent en œuvre dès lors qu'on rentre dans la cellule ? Alors, ça va dépendre des mesures mises en place, j'ai envie de dire. Donc déjà, un peu comme ce qu'a dit la MSA, on se réunit en cellule tous les 2 mois, mais en cas d'urgence, bien sûr, il y a un dossier qui peut être traité en parallèle. Mais je dirais que dans les cas les plus classiques, on va déjà examiner le dossier en cellule. Si un diagnostic doit être fait, donc là éventuellement ça sera forcément un peu plus long puisqu'il faudra que l'exploitant se retourne vers l'expert de son choix pour réaliser l'audit. Donc là l'audit peut mettre un certain nombre de temps. Il faut aussi savoir que le délai de réalisation de l'audit va dépendre de la rapidité de l'exploitant à lui fournir les pièces nécessaires. Et puis après, les mesures, elles peuvent être rapides. Hein. Si une des mesures décrétées, c'est le suivi technique, on va mettre très rapidement en relation avec les conseillers chambre d'agriculture. Donc ça peut être très rapide. Après, si on est sur des mesures de soutien social, on va aussi renvoyer aussitôt vers la MSA. Et là, à ce moment-là, ils prendront aussi le relais rapidement. Les mesures de médiation bancaire, c'est aussi des mesures rapides, puisque à partir du moment où la Banque de France a saisi l'agence locale pour traiter un dossier, l'agence locale a 5 jours pour donner sa réponse. Donc là, c'est des mesures qui, à partir du moment où le dossier a été monté rapidement, peuvent donner aussi une suite rapide. Si on est après sur des mesures de sauvegarde ou de redressement, bien évidemment, ce sera des mesures plus longues à mettre en place, mais au moins l'exploitant sera pris en charge et voilà, ce sera les délais administratifs qui vont courir, mais l'exploitant ne sera pas tout seul. Il sera accompagné et c'est déjà un point important. Jean-Michel, 2 petites questions pour toi. Quelle est la durée moyenne d'un suivi et si tu as une idée du taux de réussite dès lors qu'un dossier est rentré à Edagri ? Alors, la durée, elle est variable, comme je disais, quand c'est conjoncturel sur une année, sur une campagne, voire 1 an et demi, on peut remettre une exploitation sur les rails. Quand c'est plus structurel, ce que je disais, 3, 4, 5 ans de suivi peuvent être nécessaires. Alors avec bien sûr un point d'étape plusieurs fois par an. Avec les partenaires aussi, parce qu'il faut aussi remettre l'ouvrage sur le métier, ou le métier sur l'ouvrage plutôt, comme on dit, je crois, pour améliorer ou reconditionner les mesures s'il le faut. Et donc ça peut demander plusieurs années. Et le taux de réussite, alors quand c'est conjoncturel, globalement, ça se passe très bien. En structurel, là, comme on dit, on peut arriver en sauvegarde, en redressement. Et malheureusement, on a aussi des situations où l'agriculteur doit arrêter, mais là, on l'accompagne aussi dans l'arrêt de son activité, soit par un accompagnement de cession de son exploitation aussi, trouver des partenaires financiers. La SAFER est déjà intervenue pour éventuellement racheter du foncier pour pouvoir permettre un redémarrage aussi éventuellement. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent se faire. Et puis, il faut absolument aussi accompagner, comme l'a dit Anne-Laure, aussi dans la reconversion. Et ça aussi, là, c'est les contacts avec justement la DDT, avec la MSA qui font qu'on arrive à trouver des solutions pour pouvoir redémarrer une nouvelle vie.
Eh ben, j'en ai fini pour les questions qu'on avait prévues. J'ai pas eu de questions supplémentaires sur le chat. Donc la soirée va bientôt se terminer. Et avant de se quitter, le président Éric Thirouin avait quelques mots à ajouter. Il ne pouvait pas être présent ce soir, retenu par d'autres obligations. Donc je vous propose d'écouter voilà, son petit enregistrement. Bonsoir à tous, je tiens à remercier nos 4 intervenants de ce soir. On a abordé un sujet extrêmement complexe et difficile, un sujet qui nous concerne tous, à un moment ou un autre dans notre vie. On sait, on a connu un aléa économique, un aléa climatique, un problème sanitaire sur nos exploitations, un problème personnel, une difficulté de santé. Voilà, tous dans notre vie, moi le premier, nous avons vécu des moments difficiles. Et dans ces moments-là, ce qui est important, c'est l'écoute des uns et des autres qu'on peut avoir, mais surtout sortir, ne pas se renfermer et oser dire à un voisin, à un ami, à quelqu'un de proche, quelqu'un de notre famille, la difficulté dans laquelle on est. Et puis, tous ceux qui ont justement un voisin qui est en difficulté, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, ne pas juger, écouter les choses telles qu'elles sont et de pouvoir accompagner. Je pense que c'est vraiment un point extrêmement fort, extrêmement important. Souvent, on n'ose pas. Eh bien, je pense que c'est la seule chose à faire, c'est oser dire. Mais il faut le dire dès le départ. Il ne faut pas attendre en disant « oui, ça va s'améliorer, les choses vont avancer ». Non, dès qu'il y a une difficulté, il faut pouvoir se livrer, dire les choses simplement. Vous l'avez vu au travers des témoignages, et je peux vous le garantir, l'ensemble des organisations de ce soir, la Chambre d'agriculture, on est à votre disposition pour être à votre écoute au plus près. Karine Hardy, qui aujourd'hui, avec Aide Agri, est particulièrement présente pour pouvoir écouter les uns et les autres, mais aussi plus largement, si vous avez un conseiller auquel vous êtes en confiance, vous pouvez parler. Notre rôle, c'est qu'il n'y ait personne qui soit resté au bord du chemin, comme on dit, mais qu'on puisse vous aider tous, un chacun. Donc le point important, c'est que nous, les organisations agricoles, on essaye de répondre et d'être présents. On est en train d'organiser une nouvelle forme qui s'appelle la cellule Réagir, puisque sur le plan national, en fait, dans chaque département, il y a des cellules avec des noms différents et on finit par plus être audible, où les gens ne s'aperçoivent pas de ce qu'on peut être fait. Donc on est en train de travailler pour avoir une formulation qui s'appelle cellule Réagir. Aujourd'hui, c'est Aide Agri et puis d'autres organisations. Faites-nous confiance, osez pousser la porte, osez poser la question. Il n'y a aucun jugement, au contraire, juste un accompagnement parce qu'on est tous concernés, les uns comme les autres. Et si ce n'était pas hier, ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Donc soyons vraiment attentifs. Pour terminer, ne pas rester seul, parler à son voisin, faire confiance aux organisations agricoles et aux organisations qui sont mises en place, pas que seulement agricoles, pour pouvoir vous accompagner. Et tout ça, c'est une prise en charge en toute confidentialité et je pense que c'est un point important. En tout cas, voilà, on est présent et on souhaite pouvoir vous aider tous à chacun et on est tous concernés. Merci. Bonne soirée à tous. Qui conclut notre soirée. Notre soirée touche à sa fin. Donc, une nouvelle fois, je vais remercier nos 4 intervenants. Jean-Michel Dionnet, Monsieur Bier de la MSA, Anne-Laure Dufretel de la DDT et Jean-Michel Gouache d'Aide Agri. Merci à eux pour le temps qu'ils ont pu accorder à cette soirée et toutes les explications qu'ils vous ont proposées. Un grand merci aussi à l'équipe de la Chambre d'agriculture et notamment Jérôme qui a géré tout l'aspect technique puisque vous avez pu le constater. On a eu des enregistrements, des interventions en direct, voilà, ça a été assez compliqué, donc merci à Jérôme et merci aussi aux différentes personnes qui ont œuvré dans le bon sens pour cette organisation. Je vous donne rendez-vous le 22 novembre donc, pour notre prochaine Université du Soir qui traitera de la mise en place de la nouvelle PAC. Une Université du Soir très importante puisque vous le constaterez, il va y avoir de nombreuses modifications, donc voilà, je vous incite vraiment à participer
participer à cette nouvelle soirée. Et merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette vidéo sera disponible sur le site internet de la Chambre d'agriculture. N'hésitez pas à la revoir, à la re-regarder à nouveau. Je vous rappelle les numéros d'Agri-Écoute, donc qui sont le numéro 09 69 39 29 19. Le numéro de la cellule de prévention et d'accompagnement de la MSA, le 02 38 60 54 55, et le numéro de la cellule d'accompagnement de la DDT, le 02 37 20 40 99. Et si besoin, n'hésitez pas à contacter Karine Hardy au sein de la Chambre d'agriculture. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt.